Bonjour à tous et bienvenue ce matin à ce Inspiring Story, c'est ça? Expert Talk. Expert Talk, pardon. Expert Talk sur le sujet de l'intelligence artificielle. On accueille alors on peut dire une start-up, mais puisque c'est une jeune entreprise qui a été créée en 2019, mais ce sont des experts qui sont loin d'être des novices dans leurs compétences. Donc c'est la société Nextra Partenaire. C'est la rencontre de 6 entrepreneurs que je vais citer, donc Jean-Philippe Lourde, Benjamin Monnier, Joyce Poussin, Chivonne Argaval, Hugo Fénèche et Daniel Albagnac. Nous avons 4 d'entre eux avec nous ce matin, chacun expert dans leur domaine et dans leurs compétences. Ils viennent d'entreprises en conseil financier comme Deloitte, EY, KPMG ou Price, que nous connaissons tous, et ils déferlent un petit peu la chronique sur notre territoire en ce moment. Ils apportent forcément, au travers de leurs compétences, une stratégie financière, mais ils avaient vraiment la volonté d'apporter un service durable, un conseil extrêmement personnalisé aux entreprises, avec un axe innovant, dynamique. Tout à l'heure, je leur disais, vous êtes le conseil 4.0 de nos entreprises aujourd'hui, parce qu'ils accompagnent les entreprises au-delà de la transformation business et tout ce qui est digital aujourd'hui, mais aussi ils ont un axe de réflexion sur la formation qui est extrêmement abouti pour pouvoir développer la performance de chacun de leurs collaborateurs, des collaborateurs de nos entreprises, pour être encore plus encore meilleurs dans nos métiers. Aujourd'hui, ils vont nous parler de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle peut être un outil extrêmement important, et comment dans ces deux mots, intelligence artificielle, qui ont été beaucoup galvaudés, ça peut être des leviers de croissance dans les entreprises. Juste un petit mot avant de leur donner la parole sur l'APEX. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'APEX. L'APEX, c'est le club des entrepreneurs de l'international. Nous sommes à peu près 150 entreprises et membres. Le but, c'est de faire du réseau, de nous aider entre nous, d'aider les autres, d'aider les jeunes dans les écoles, d'apporter notre savoir-faire, nos compétences à l'international, de faire grandir les uns et les autres à l'international. Nous sommes un levier de croissance pour pouvoir apporter à la fois notre savoir-faire, nos compétences, notre réseau. Aujourd'hui, dans la situation présente, le réseau est extrêmement important, les connexions sont importantes, la réflexion sur l'international, sur comment faire de l'international quand on est bloqué dans nos villes, dans nos bureaux, dans nos maisons. Et l'entraide, c'est primordial. Et au travers de la compétence d'une Nextra Partenaire, on peut aujourd'hui développer de l'international avec les meilleurs outils et la garantie de la réussite. Je leur fais de la pub parce que je les trouve merveilleux. Leur société a été fondée en 2019, ils sont déjà 20 dans leur structure, ils aident les entreprises de la région et un très très gros groupe à Paris. Je vous laisse la parole et j'ai un grand plaisir à vous écouter. Merci Nathalie. Tout d'abord, je souhaite vous dire au nom de l'équipe de Nextra Partners qu'on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle. Donc merci à l'APEX, à Nathalie et à Anna de nous avoir aidés à organiser cet événement, et on espère que ce sera pour tous un beau moment d'échange. Je vais vous partager le support. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Parfait. Oui, c'est parfait. Je vous propose du coup qu'on commence par une petite présentation avant de qui nous sommes tous les quatre. Peut-être donc rajouter juste une petite intro très rapide sur Nextra Partners pour dire qu'en effet, on est un cabinet de conseil marseillais qui accompagne des entreprises de toute taille, des startups, des PME, des ETI ou des grands groupes dans leurs projets de croissance et de transformation. Une de nos activités, c'est le conseil en technologie avancée. C'est une activité à travers laquelle on aide nos clients à intégrer les dernières technologies dans leur stratégie, dans leur organisation, et notamment l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on souhaite partager avec vous nos retours d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet,
parce qu'on pense que, voilà, quelle que soit la taille de votre entreprise, l'intelligence artificielle a complètement sa place comme facteur d'innovation. Donc, moi, je suis Benjamin Monnier, consultant en transformation digitale depuis une quinzaine d'années. Après avoir travaillé au sein de plusieurs cabinets de conseil tels que Bearing Point, Weave ou Soprasteria Consulting, j'ai décidé, voilà, de me lancer dans l'entrepreneuriat en fondant Nextra Partners avec mes 5 acolytes, dont Shivom, Daniel et Jean-Philippe, à qui je laisse la parole pour se présenter. Je prends. Je m'appelle Shivam Agarwal. Je suis un data scientist en métier. J'ai travaillé comme 8 ans dans le métier d'intelligence artificielle, machine learning et cybersécurité. J'ai commencé ma carrière comme un hacker éthique et après travaillé comme un professeur en Polytechnique Madrid et en cette empresa. Et aussi grande école de commerce en Paris, HEC. Et mon dernier poste, c'est comme un chef de projet recherche et développement avec une boîte de consulting, mais spécialisée dans l'intelligence artificielle située en Bruxelles. Et la dernière année, j'ai commencé les Nextra Partners avec les autres associés. Merci. Daniel, Jean-Philippe. Daniel, tu veux y aller ou... Ok. Daniel Bagnac. Donc, j'ai commencé ma carrière en cabinet de conseil en stratégie, donc plutôt justement sur des PME, sur l'internationalisation des PME. Puis je suis allé en fait en Asie, chez PwC, où je voyageais beaucoup entre Singapour, Tokyo en fait, et Bangalore, dans la Silicon Valley, où je travaillais beaucoup sur les problématiques en fait, de financement de projets, que ce soit des infrastructures ou même de financement de sociétés, que ce soit technologique, dans l'énergie, etc. Je fais beaucoup en fait de fusion-acquisition. C'est là aussi où j'ai fait pas mal en fait de stratégie pour les entreprises. Puis je suis revenu en France et j'ai fait pas mal aussi de deals entre guillemets à l'international entre les États-Unis et l'Europe, ce qui fait que voilà, développer plutôt une culture internationale qu'on voulait aussi amener chez Nextra. Et puis à un moment, un petit peu marre d'accompagner que les grands groupes et donc on a créé Nextra Partners aussi pour accompagner justement les startups et les PME. Et c'est ce que je fais depuis en stratégie et finance. Bonjour, Jean-Philippe Aude. Je suis un des autres associés de Nextra Partners. Je suis financier de formation. Je suis parisien, donc j'ai fait beaucoup d'années à Paris. C'est là que j'ai commencé ma carrière. Je fais 4 ans chez Capgemini, 6 ans chez Atec Kearney, 4 ans chez Chanel comme DSI Corporate Europe, où j'ai fait des projets à l'international. On a notamment déployé tout le SIRH en Asie-Pacifique. On a réorganisé la chaîne logistique de Bourgeois et Chanel. Après, je suis parti chez PwC à Paris. Je fais 3 ans. Je suis arrivé à Marseille en 2014. J'ai fait 4 ans chez PwC. J'étais responsable du conseil en région sud. Alors, j'ai pas fait que du conseil, parce que c'était un petit bureau. J'ai fait de l'audit financier, j'ai fait des deals comme Daniel, forcément. J'ai fait du restructuring. Et puis, je trouvais qu'on était à une époque qui était très orientée tech. La tech est de plus en plus prégnante et on va en parler tout à l'heure dans l'organisation, la stratégie et les business models des entreprises. Donc, j'étais un peu frustré. Et je suis parti et finalement, j'ai rencontré mes autres associés. C'est là qu'on a décidé de se lancer. Parfait. Donc, je vous propose ici les différents points qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que cette session elle soit interactive, donc que ce ne soit pas un cours magistral sur l'intelligence artificielle. Hein. Le but, c'est que vous puissiez partager aussi vous, les enjeux que vous pouvez avoir par rapport à ça, les questions, les interrogations que vous avez. Voilà, le but, c'est plutôt de démystifier ce que c'est que l'intelligence artificielle et l'expliquer avec des mots simples. Se projeter sur des cas d'usage concrets pour illustrer comment ça marche et comment ça peut se traduire dans votre contexte professionnel ou dans d'autres. Donc, à ce moment-là, on vous demandera aussi, vous, de partager si vous avez des expériences sur le sujet ou si vous voyez des choses intéressantes autour de ça.
Ensuite, on pourra répondre aux différentes questions que vous avez sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, notamment si vous êtes une PME ou une TPE qui a des moyens limités. Parfois, on peut se poser la question, est-ce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est pour moi? Est-ce que ce n'est pas que pour les grands groupes qui ont des gros budgets, des équipes dédiées à ça? Donc, le but, c'est qu'on puisse réfléchir à comment ça s'applique dans une PME, dans une TPE ou dans une start-up. Et enfin, on terminera par quelques conseils pour démarrer des réflexions autour de l'intelligence artificielle et lancer de premiers projets dans votre entreprise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres attentes, des points particuliers. N'hésitez pas en tout cas à le formuler si c'est le cas. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur quelques sujets que ce soit autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais laisser la main à Jean-Philippe qui va faire un peu de théorie. Un peu d'histoire. En tant que jeune premier de l'équipe, c'est normal qu'on me donne la partie historique. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut paraître assez récent. Ça fait un peu guerre des étoiles et science-fiction, mais en fait, c'est un concept qui a émergé dans les années 50. On a Alan Turing, qui est l'inventeur du premier ordinateur. Si vous avez vu Enigma, c'était l'ordinateur qui aidait à décrypter les messages des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été efficace à partir de 1942. Donc, Alan Turing est considéré comme le père de l'intelligence artificielle. Il avait lui-même une définition de l'intelligence artificielle. En fait, ça correspondait à simuler l'intelligence humaine avec des machines qui sont programmées pour penser comme des humains et imiter leurs actions. Ça, c'était la première vision. Et on voit qu'entre 1952 et 2018, la notion d'intelligence artificielle a vraiment évolué. On a le rapport Villani qui est sorti en 2018 pour cette équipe de chercheurs. L'intelligence artificielle, ça correspond à comprendre comment fonctionne la cognition humaine, donc on est déjà beaucoup plus large, et à la reproduire, et à créer des processus cognitifs comparables à ceux de l'être humain. Donc c'est effectivement un objectif très ambitieux. Si tu peux juste changer de slide, Benjamin, s'il te plaît. Voilà, donc en fait, merci. L'intelligence humaine, en tout cas l'intelligence artificielle, ça correspond à doter les machines de capacités qui sont propres aux humains. Donc on a le raisonnement, l'apprentissage, l'adaptation et enfin des capacités propres à l'humain telles que la conscience, la créativité, le sens esthétique. On voit qu'entre 1952, où l'intelligence artificielle était juste une simple puissance de calcul, le concept a nettement évolué puisque maintenant, on en est à de l'adaptation et à de la créativité. Maintenant, on a de l'IA qui crée qui crée des morceaux de musique, qui écrivent des romans, qui font des peintures, qui font des recettes de cuisine. Donc vraiment, on a passé une barrière. Et c'est clair qu'entre 1952 et 2018, il y a eu une évolution majeure. Alors, on peut se dire que tous ces concepts sont lointains, sont inaccessibles, mais en fait, l'IA est déjà parmi nous depuis un bon moment. Là, on vous a mis des exemples d'applications qui sont utilisées au quotidien. Alors, tout le monde connaît Siri, Alexa, Google Assistant, Google Translate, j'en passe les meilleurs. Waze, c'est des applications que vous utilisez au quotidien. Et en fait, l'IA est vraiment à portée de main et on s'en sert tous les jours, des fois sans le savoir. Donc, l'IA a nettement évolué. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur la donnée. Alors, effectivement, il y a eu des ordinateurs qui ont été avec des puissances de calcul qui sont nettement supérieures, qui ont vraiment évolué. Et aussi parce que le volume de données qui est le cœur de l'intelligence artificielle a augmenté ou va augmenter. On voit qu'entre 2010 et 2020, on a multiplié le volume de données par 25 à peu près. Mais ce volume de données va être multiplié par plus de 1000 entre 2010 et 2035. Donc là, on commence à amorcer le virage. Mais entre 2020 et 2035, ce volume de données va être quasiment multiplié par 50. Donc, on est vraiment passé à l'ère de l'économie digitale. La conséquence de ce passage à l'ère de l'économie digitale, c'est que les données deviennent une vraie classe d'actifs pour l'entreprise, au même titre qu'un brevet, qu'un bâtiment ou les ressources humaines. C'est vraiment une
un avantage ou en tout cas un élément fort de la santé financière de l'entreprise. Alors, les données en tant que telles ne valent rien si elles ne sont pas exploitées. Donc, c'est comme de l'or. Pour en faire quelque chose de bien, pour créer de la valeur, il faut l'extraire. Il faut les nettoyer parce que si on a des données de mauvaise qualité ou des données qui sont inexploitables, on ne pourra rien en faire. Et ensuite, il faut les modeler dans des algorithmes. La tendance est tellement forte que depuis 2016, le Gartner, qui est un institut de veille informatique et technologique, milite pour que les données soient inscrites au bilan des entreprises. Donc, on est vraiment passé à une ère où la donnée est le nerf de la guerre. Excusez-moi, je m'étais mis en mute. Donc... Je ne sais pas si je devais la faire ou pas. Okay. Une fois du coup qu'on a dit tout ça, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quel gain est-ce que je peux tirer de l'intelligence artificielle? Et pour ça, nous, on a voulu en partager quelques-uns avec vous, qui sont les principaux. Tout d'abord, c'est un beau levier pour améliorer l'efficacité et la productivité via l'automatisation de certaines tâches chronophages ou répétitives de l'entreprise. Il y a des cas courants qu'on peut voir qui sont autour, par exemple, de la finance et de l'automatisation de la gestion de factures et de leur saisie en comptabilité. Voilà, c'est des tâches qui aujourd'hui sont réalisées par des humains sans forcément une grande valeur ajoutée, qui ne sont pas les tâches les plus intéressantes. L'IA, comme en tout cas comme premier cas d'usage, c'est souvent assez concret d'automatiser tout ça. L'intelligence artificielle permet aussi d'augmenter ses parts de marché, parce que l'IA permet d'offrir une meilleure qualité de service aux clients, soit en automatisant certaines tâches, de la même manière que ce qu'on a vu pour l'efficacité opérationnelle, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes sur un site internet, vous faites une demande de financement avec un prêt à la consommation. Vous pouvez avoir des algorithmes qui automatiquement vont analyser votre profil et vous donner une acceptation ou un refus. Ça peut également être en vous offrant des services personnalisés qui vont faire que finalement vous allez être amené à commander ou à continuer à utiliser un service. C'est le cas par exemple de Netflix, qui sans son algorithme de recommandation de films ou de séries serait forcément voilà, probablement moins attractif. L'intelligence artificielle, ça permet également de prendre des meilleures décisions business. C'est vraiment un assistant à la prise de décision. On voit souvent l'intelligence artificielle, on en parle souvent comme oui, ça remplace des travaux humains, mais c'est surtout une aide pour les humains pour prendre des bonnes décisions. Parce que ça permet finalement d'analyser un grand volume de données, de compiler tout ça et de donner des informations plus concrètes, plus rapides, plus actualisées via des rapports pour que des utilisateurs humains puissent s'appuyer dessus. Je ne sais pas, par exemple, dans une entreprise qui fait beaucoup de commerce, ça peut être analyser des prospects potentiels et identifier ceux qui sont les plus mûrs et les plus en avance dans leur cycle de décision, ceux sur lesquels il faut faire un effort particulier. C'est un exemple parmi plein d'autres. On reviendra après parce qu'on vous présentera quelques cas d'usage concrets également. Le dernier point, c'est également beaucoup d'entreprises maintenant s'appuient sur l'intelligence artificielle pour développer de nouveaux business models grâce à l'exploitation de nouveaux gisements de données. Et là, je peux donner un exemple avec des entreprises qu'on connaît bien dans le domaine de l'industrie, justement, qui utilisent la maintenance prédictive pour vendre des services d'entretien d'appareils industriels en anticipant finalement des pannes ou des usures qu'il peut y avoir. On vous a mis ici quelques chiffres pour montrer justement l'importance de l'intelligence artificielle sur l'économie, avec plusieurs des études qui ont été menées par Accenture et McKinsey ici. On évalue à plus 38% l'impact moyen sur la profitabilité d'ici 2035. Donc, c'est un impact direct sur l'économie. On voit que ce n'est pas juste un gadget. Clairement, ça va rentrer dans les stratégies et dans les usages de toutes les entreprises dans les prochaines années. Alors, on vous a donné aussi quelques éléments sur le marché de l'intelligence artificielle
et la valeur que ça va avoir sur le marché. Et enfin, une autre statistique qu'on trouve intéressante, c'est que 75% des entreprises prévoient d'implémenter de l'intelligence artificielle dans une forme ou une autre d'ici 3 ans. Donc, ça va vraiment rentrer dans notre quotidien de plus en plus, un peu comme l'a fait l'informatique il y a quelques années, ou comme l'a fait Internet. On pense que la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle qu'on retrouvera partout. On a mis ici quelques cas d'usage concrets qu'on a constatés dans des entreprises qu'on accompagne ou avec qui on discute et qu'on souhaitait partager avec vous pour vous rendre ça un peu plus tangible et explicite. On a mis l'exemple, par exemple, d'une société de transport qui met en place des solutions pour monitorer les prix de la concurrence comme aide à la décision. C'est des cas qu'on retrouve régulièrement et je pense que ça fait pas mal d'années qu'il y a des choses qui existent autour des transporteurs aériens. On peut voir que le yield management, donc les éléments qui permettent de faire varier les coûts en fonction les prix de vos billets en fonction de plein d'éléments, c'est des choses qui sont concrètes. Vous le voyez quand vous vous connectez à certaines heures, en fonction de la saisonnalité de vos billets, en fonction de plein de critères finalement. Vos prix vont évoluer. Donc ça, c'est un cas assez concret qu'on utilise vraiment dans nos vies de tous les jours depuis déjà un certain nombre d'années. On a le cas d'un cabinet d'avocats qui réfléchit avec nous à automatiser ces tâches, qui sont les tâches manuelles notamment et tout ce qui va être administratif dans la formalisation de documents. Dans le cabinet d'avocats, c'est un secteur dans lequel il y a toujours de nombreux documents qui sont souvent assez similaires ou en tout cas qui s'appuient sur des retours d'expérience mais qui freinent finalement beaucoup de temps parce qu'on va aller chercher une information à droite, à gauche, on va aller retravailler le document. On réfléchit avec eux pour automatiser la génération de documents sur la base d'un petit questionnaire, par exemple, on va indiquer 2-3 critères et sur cette base-là, on va avoir un document qui va être automatiquement compilé par un robot. J'ajouterais juste, Benjamin, que c'est aussi des tâches en fait, où les erreurs sont fréquentes et sont faites aussi par des personnes un peu plus juniors. Donc, c'est aussi là l'atout de l'automatisation. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans la page d'avant, mais on aurait pu dire qu'un des atouts de l'intelligence artificielle, c'est de faire moins d'erreurs parce que une intelligence artificielle s'appuie sur des données, fait des calculs, elle n'a pas la fatigue, elle n'a pas les erreurs de saisie ou les petites étourderies qu'on peut faire en tant qu'être humain naturellement. La pression d'un manager. C'est ça, ou les problèmes des grèves, un robot ne tombe pas malade non plus. Ouais. Est-ce que dans les écrits, ça permet quand même d'aller dans la finesse? Alors oui, généralement, comment ça se passe? Une entreprise, quand elle lance ce genre de projet, elle va commencer par des cas assez simples. Donc, ça va être, je vais reproduire des tâches un peu mécaniques. Quelque chose où je vais lui donner quelques règles, il va l'appliquer. Là où l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin, c'est que derrière, on peut l'entraîner à prendre des décisions. Et ça, c'est un vrai… c'est vraiment l'atout, la force de l'intelligence artificielle, c'est que dans un processus de décision, on va lui suggérer certains choix et elle va avoir une mémoire et elle va se souvenir des choix qu'elle avait faits ou on lui avait dit que ce n'était pas un bon ou un mauvais choix. Il y a tout un entraînement qui se fait avec l'aide de l'humain, justement, pour aider l'intelligence artificielle à prendre les bonnes décisions et à atteindre des taux des résultats qui sont assez bluffants. On a souvent des intelligences artificielles peuvent avoir des résultats qui s'approchent des 100% de réussite. Le dernier exemple qu'on a, c'est aussi un fabricant de matériel audiovisuel qui, lui, réfléchit qui vendait des caméras et qui réfléchit à concevoir des services additionnels en plus de ces caméras. Donc, ne pas juste vendre une caméra, mais vendre aussi vendre des services associés à cette caméra. Donc, plutôt que de vendre juste un appareil et d'avoir quelqu'un qui va être derrière une caméra et qui va suivre ce qui se passe ou qui va aller voir des enregistrements quand il y a besoin, l'avenir de ce type de matériel, c'est qu'on va vendre un service avec soit des caméras qui vont permettre de faire du comptage, par exemple. Vous avez une caméra dans un aéroport qui veut compter le nombre de personnes qui passent par une
une porte, les caméras vont, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent faire ce type d'activité. Ça peut être de la reconnaissance visuelle, des caméras qui vont reconnaître des personnes si on lui a donné les données comparatives qui permettent de comparer avec ce qu'elle a en mémoire. Vous pouvez avoir des caméras qui, par exemple, dans la sécurité, vous avez une intrusion, mais plutôt que d'avoir une vidéo qui tourne, elle va directement voir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et vous envoyer une alerte. C'est ce genre de cas qu'on va retrouver de plus en plus en passant d'un mode où on va vendre des produits à vraiment du service. Est-ce que vous avez des questions sur ces exemples, des choses sur lesquelles vous voulez apporter des éclaircissements également? Moi, j'ai Oui, vas-y, Nathalie. J'ai peut-être une petite question. En fait, c'est vrai que beaucoup d'entreprises peuvent avoir besoin de ce genre de service et d'identifier en fait à quel moment et comment l'intelligence artificielle peut être un critère, on va dire, et quelle est l'activité qui peut être éligible par l'intelligence artificielle. Après, j'ai une question très terrain, c'est comment vous venez vous inscrire dans le travail dans l'entreprise, parce que ça, c'est un point quand même que les entrepreneurs ou que les entreprises ont du mal à comprendre. Vous venez, vous faites un audit de l'entreprise et vous venez proposer une application. En fait, comment ça se passe dans le concret? Concrètement, ça se passe comment en fait? Parce que beaucoup d'entreprises peuvent avoir besoin de vos services. Il y a différentes manières et différents points d'entrée dans les interventions qu'on peut faire. Soit ça peut être une entreprise qu'on vient aider parce qu'elle a déjà une idée de quelque chose, donc on va venir challenger son idée, on va l'aider à définir un business case, un business model sur son idée et l'aider à la réaliser, puisqu'en fait on a un mix entre des équipes qui font de la finance, des équipes qui analysent, qui font de l'optimisation de processus dans des entreprises, ou des équipes de data scientists qui sont plutôt des profils mathématiciens, statisticiens, qui vont, eux, aller directement dans le traitement de la donnée et dans la conception de l'intelligence artificielle. Donc, on peut intervenir soit dans aider justement à cadrer, à se dire quels vont être les gaps business que je vais tirer de cette idée que j'ai pu avoir et la mettre en œuvre. Après, on peut avoir d'autres cas, Daniel, peut-être que je vais te laisser toi en parler aussi, où on intervient vraiment même en amont d'un projet là-dessus pour intégrer l'intelligence artificielle directement au cœur de l'entreprise sans forcément qu'un entrepreneur ait une idée dessus. Peut-être une… Pardon. Ouais. Ah, pardon. Ah, désolé. Allez-y. Non, allez-y. Non, c'était peut-être une question pour essayer de comprendre aussi. C'est vrai que l'IA, ça paraît un monde un peu extérieur quand on n'est pas de la partie. Et si je comprends bien votre mission, vous, c'est un petit peu… J'entendais ce matin sur France Inter des amphibiens-ducs là, qui permettaient de faire traverser des grenouilles pour éviter qu'elles se fassent écraser au milieu de la route. Vous êtes un IA-duc, c'est-à-dire vous êtes… quelque part l'élément de transmission entre une société qui a un besoin très concret, que vous allez comprendre et être en mesure de traduire en solution IA. C'est ça votre positionnement? Il est même très en amont en fait. C'est-à-dire que en fait, pour nous, l'IA, c'est un outil technologique transverse de gestion. Dans le sens en fait où c'est presque même plus une nouvelle technologie, pour nous c'est indispensable en fait pour gérer en fait le business et avoir en fait et garder en fait un avantage concurrentiel. Dans le sens où l'IA en fait il y a des tendances en fait qui émergent grâce à la data. Plus on a de data, plus en fait on peut créer en fait des produits et des services qui vont être très customer centric. Et plus vous créez des produits qui sont très customer centric, ben plus en fait ça vous ouvre un marché et puis vous allez être rentable et avoir surtout une vision pour vous pour pouvoir driver le business. Et donc ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui l'IA même ça doit être défini très en amont en fait, ça doit être faire partie en fait de
de vos visions, de vos objectifs, de votre stratégie, et vraiment d'intégrer en fait cette R&D de l'IA dans la vision stratégique de l'entreprise. Et peut-être pour ajouter, effectivement, on est capable d'aller de la stratégie à l'exécution. Donc, arriver à déployer quelque chose de concret. Après, on a une approche aussi qui est basée, on est très orienté R&D et best practice. Donc, avant de déployer une solution, on capitalise sur l'état de l'art, on contextualise et on déploie de façon très concrète et très opérationnelle. Ce qui permet de gagner du temps et d'éviter de réinventer la roue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut effectivement poursuivre. Bon, Benjamin, je t'en prie. Du coup, voulez-vous donner un peu la parole pour savoir quels sont, vous, les enjeux que vous pouvez avoir dans vos entreprises, s'il y a des initiatives technologiques que vous avez déjà engagées, voir un peu voilà, votre maturité technologique, de discuter un peu avec vous et d'avoir un peu, vous, votre retour sur ce sujet-là. Et on est intéressé aussi, s'il y en a certains qui ont déjà lancé des choses, que vous puissiez aussi partager votre expérience sur ce sujet. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, à activer vos micros. Après peut-être, Benjamin, sans dévoiler si vous avez des contrats de confidentialité, mais pour que chacun puisse comprendre aussi vous travaillez avec des entreprises qui sont de taille extrêmement différentes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Quelles sont les entreprises qui vous sollicitent ici dans la région, dans la mesure où vous pouvez le dire, pour que ça démystifie un peu le sujet, hein, comme vous l'avez déjà dit, l'intelligence artificielle, on a toujours l'impression que c'est une machine de guerre. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est intervenu en disant « c'est tellement loin de nos entreprises ». Et finalement, quand vous en parlez, on a l'impression que c'est accessible à tous. Et en fait, c'est cette dichotomie entre accessible à tous et loin de nous en fait, j'aimerais que vous fassiez le pont entre les deux. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais alors j'ai peut-être pas dû comprendre. Parce que finalement, à vous écouter, une grande majorité de nos entreprises auraient besoin de votre service ou d'intelligence artificielle dans nos entreprises pour améliorer la qualité de notre travail, pour répondre plus facilement à nos clients. Forcément, quand on a, pour certains, 10, 15, 20 demandes par semaine, voire par jour, voire par mois, il faut avoir l'équipe derrière qui, alors peut-être l'intelligence artificielle peut. Vraiment, j'aimerais que vous démystifiez un peu le truc. Tout à l'heure, vous disiez, c'est peut-être dans les fondamentaux de l'entreprise et de sa création que l'intelligence artificielle doit naître aussi. Qui sont vos clients? Comment peut-être le premier pas? Est-ce que vous proposez des audits gratuites ou des audits combien ça coûte? Vous voyez ce genre de choses? Peut-être que ça rendrait les choses un peu plus claires. Parce que même si quand vous le racontez, je me dis oui, forcément, on en a besoin parce que c'est partout et qu'on l'utilise partout. J'aimerais que vous fassiez un petit peu le lien entre l'intelligence artificielle et le côté high-tech qui nous paraît loin de nos vies et toutes ces entreprises avec qui aujourd'hui vous travaillez, parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment un booster du territoire. Du coup, en fait, il y a différentes typologies de clients qu'on accompagne, donc c'est une bonne question. Ça va aussi bien des grands groupes que de la start-up. Et clairement, notre méthodologie d'accompagnement n'est pas la même en fonction des entreprises. Parce que forcément, la structure n'est pas la même, l'organisation n'est pas la même, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, quand on va aller voir un grand groupe, forcément, ils ont déjà des équipes, ils ont déjà des projets qui sont engagés. Donc, on va plus venir sur une brique de l'intelligence artificielle. Dans de la réalisation, on va être dans un sujet qui est moins stratégique que quand on va aller voir une start-up ou une PME. Ça va être difficile de vous donner des noms d'entreprises parce qu'il y en a pas mal qui sont finalement… c'est souvent des projets de disruption, hein,
Donc, il y en a beaucoup qui souhaitent garder de la confidentialité Bien sur sûr. ce qu'elles réalisent. Mais du coup, vous, pour le sujet d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse sur une PME, une TPE ou une start-up, on va vraiment intervenir, c'est un peu ce que présentait Daniel juste avant, essayer de regarder justement dans le cadre de la stratégie d'une entreprise par rapport à ses enjeux stratégiques, trouver des cas d'usage de l'intelligence artificielle concret. Donc, ça commence par en effet plutôt un diagnostic, hein, où on va aller analyser, discuter beaucoup avec le dirigeant d'entreprise pour comprendre quels sont ses enjeux, quels sont aujourd'hui les pain points qu'il peut avoir dans son activité, et essayer sur cette base-là de suggérer des pistes de travail via l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment d'abord une première discussion, hein, qu'on va mener avec l'entrepreneur, et ça, on est plutôt sur c'est des approches qu'on fait voilà, pour apprendre à se connaître aussi. Et une fois qu'on a des choses concrètes, à ce moment-là, on peut rentrer dans une phase d'accompagnement un peu de bout en bout. Souvent, quand on est une PME, on se dit lancer un projet d'intelligence artificielle, ce n'est pas anodin. Donc, on peut aider sur comment est-ce que finalement, quelle organisation je vais devoir mettre en place pour mettre en place cette intelligence artificielle, quels sont les financements dont je vais avoir besoin. Et on peut aller jusqu'à aider finalement les entreprises aussi à profiter de différents moyens de financement. Quel plan je me donne pour le mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment le point d'entrée par lequel on commence généralement. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter quelque chose dessus sur ce. Il y a des prérequis qui sont différents. Pour une startup, c'est pour ça, ou une PME, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'intégrer cette stratégie de R&D en amont dans la vision et dans la stratégie, parce que justement, il va falloir pour elle, comment dire, faire déjà construire sa feuille de route et structurer en fait les données, de se dire et de les identifier, de se dire quelles données aussi elles sont pertinentes, qu'est-ce qu'il veut vraiment en faire, quel est l'objectif derrière, et du coup en fait il y a tout un processus d'avoir une feuille de route pour pouvoir travailler en fait sur ces axes-là et pour mettre en place tout simplement en fait tout ce qui est infrastructure pour les collecter, pour les identifier, pour les collecter, pour les structurer. Donc ça va être on va dire un degré de maturité un peu moins élevé que celle d'un grand groupe ou d'une ETI. Le patrimoine des données, c'est important, hein, et c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser, c'est se dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si je n'ai pas forcément toutes les données nécessaires. Et comme disait Daniel, il y a peut-être un prérequis d'abord qui est de se dire il faut se donner les moyens de capter ces données ou alors de récupérer des sources de données externes, parce qu'il y a de plus en plus de données maintenant qui sont ouvertes, hein. Il y a de l'open innovation, donc il peut y avoir des collectivités, des services publics qui mettent à disposition des données gratuites. Il peut y avoir des données qui sont revendues par des sociétés spécialisées dedans, des brokers de données. Donc, il y a plein de sources qu'on peut identifier, même de plus en plus, il y a des sociétés qui donnent accès, suffit avec qui ouvrent finalement leur système d'information et leurs données à l'extérieur, gratuitement ou de manière payante. Donc, ça fait partie du diagnostic qu'on fait, hein, c'est de se dire, OK, est-ce que vous avez des données? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Et si elles ne sont pas suffisantes, comment on s'y prend pour engager quelque chose d'intéressant au regard de vos enjeux? Après, je pense qu'il y a aussi un point, c'est qu'on a différents niveaux d'innovation. On peut être dans l'amélioration, effectivement, mais un peu d'IA pour faciliter la création l'écriture de documents, les sécuriser, aller plus vite, faire moins d'erreurs. Et puis après, on peut avoir de la disruption. Tout à l'heure, on a vu qu'entre la société d'avocats qui automatisait l'écriture de certains documents et puis une société qui vendait des caméras qui voulait passer à une logique de service, on n'a pas du tout les mêmes ambitions. Donc, c'est les discussions, les rencontres avec les différents dirigeants qu'on va rencontrer qui vont déclencher des discussions qui pourront être différentes en fonction des objectifs. Donc, il n'y a pas, comme le disaient Benjamin et Daniel, de méthode monolithique, uniforme. Ça va vraiment être du cas par cas. Et l'intérêt en tout cas que je vois,
une de nos valeurs ajoutées, c'est justement qu'on est capable d'accompagner les dirigeants dans leur vision. Et je pense qu'il faut bien insister sur le fait aussi que par rapport à la problématique start-up PME sur le manque de données, c'est pas parce qu'en interne vous n'avez pas encore de données et vous n'êtes pas structuré pour avoir des données que vous ne pouvez pas utiliser les données et commencer à les identifier, dans le sens où en fait il y a beaucoup aussi de données externes. Que ce soit des données aussi macroéconomiques, parce que je sais pas, il y a telle et telle donnée qui vous intéresse à l'échelle même d'un pays quand vous voulez exporter, vous implanter dans un pays, et ces données-là, vous pouvez en fait les matcher avec des données internes. Et donc en fait, c'est cette émergence-là, en fait, l'accès libre à cette donnée-là qu'il est intéressant aussi d'identifier, et c'est aussi un des cheminements possibles quand on est une startup et une PME, c'est vraiment aussi de commencer avec des data externes et ensuite de se structurer sur tout ce qui est data interne pour ensuite justement faire du cross-matching et même à la fin faire du prédictif. Chivam, you can say a word about. So sometimes it is very common that you do not have internal data. And it should never be a blocker if you don't have internal data. Just to go back to the example of Le Cabinet de Avoca, if you're enterprise which has very few documents or a very small amount of data, like a small Cabinet de Avoca, but the algorithm to generate documents will need a lot of data to train. So what you can do is you can go to all the legal documents available. All the Court of Cassation has millions of documents available in public domain. What our algorithm needs is to understand that language, and it trains on it. And once it is done, then we can apply directly that into your solution. So sometimes we can build solution without having any data internally. We can find all the data externally. On the other side, sometimes we don't even need to build a custom algorithm for you. Sometimes we can find all the algorithms already built. We can use the algorithm that Google uses to do Google Translate. We use the same algorithm to do solution for you. So the blocker is neither the internal resource and neither the internal data. It's more generally, if you need to have the vision, once you have the vision, we'll find you solution. J'ai une question, Franck Prabel. Donc, en admettant qu'on ait fait la démarche de se poser la question sur la stratégie, la vision, et qu'on ait les données, ensuite, il va se poser la question du choix du logiciel d'intelligence artificielle. Vous n'avez pas encore parlé du logiciel. Pour moi, le logiciel, c'est vraiment le cœur de la solution. Est-ce que vous recommandez un logiciel ? Est-ce que vous travaillez avec des éditeurs de logiciels? Comment est-ce que ça se passe? I can probably reply to this first. Generally, in the way we look at AI, we are not stuck to a framework, neither to a software, neither to a tool. We take an independent stand in that. So we always look at the best available in the market and what would be the most value creating for a particular use case and a particular client. So in this scenario, we sometimes recommend certain tools that are already available. In some cases, we build a completely new tool, back end, front end, the whole thing from end to end for the use case. Daniel, or maybe. Et c'est quoi les variables pour toi, Shivam, qui vont faire que tu vas créer un outil de zéro ou un outil que tu vas prendre sur étagère? There are two main criteria. One criteria is customizability. To what extent the given use case it needs more personalization, customization. If we can go with a standard solution, then it's better to go with the exterior solution. So customizability is one.
Second part generally is intellectual property and the strategic importance of that solution. These are generally that if the solution is very strategically important, it is better to own the intellectual property. Pour rebondir sur ce point de confidentialité, et finalement, on comprend facilement que rapidement, l'IA peut être un vrai facteur de différenciation. Lorsque vous développez des solutions très customisées, comment est-ce que vous allez gérer le compétiteur qui vient vous voir et qui a le même besoin, finalement? Les conflits d'intérêts plutôt. Pardon, je n'ai pas compris le début de la phrase. Vous voulez dire par les conflits d'intérêts, comment on peut gérer les conflits d'intérêts? Bah oui, c'est-à-dire qu'en Oui. fait, je comprends bien que l'IA peut être, on peut répondre à une demande d'IA par quelque chose qui est existant sur l'étagère. Et puis, on peut avoir besoin de vraiment customiser la solution pour un client donné. Et pour autant, demain, je peux avoir un autre client qui arrive avec exactement le même besoin. Donc, comment est-ce que vous faites pour ne pas servir à ce second client la première solution? So I can take this. The way we look at every problem from at least from a data science perspective, we have a R&D philosophy, and the way we look at every problem, we look at the state of the art first. So we generally look at the latest publications in that topic. Whatever we have to do, always start with what is the state of the art. So if the state of the art has changed over time, the new client will have a more latest solution. Okay. So we always take the latest and then we replicate it. The other aspect that I can add there is to a certain extent, we realize that algorithms, when we say solutions, we are talking about algorithms predominantly. Okay. Algorithms today create 10 to 20% of the value. 80 to 90% of the value lies in the data. So and data is the proprietary generally of one client. So even if we build a custom solution for one versus the other, the real value will come out from the data, from the exploitation of the data. Okay, understood. Many thanks. En fait, ouais, ce qu'il disait, c'était que ça dépend en fait du client et que encore une fois, comme disait Jean-Philippe, on ne va pas réinventer la roue, mais on va plutôt nous faire quelque chose de sur mesure pour pouvoir l'imbriquer dans la vision en fait du dirigeant. Donc, ce qui importe vraiment au final, c'est les data. Et les data, c'est quelque chose de personnel. Effectivement, ouais. C'est vraiment une classe d'actifs de l'entreprise. Hein. C'est pas un mythe. Une question encore pour clarifier. Est-ce que vous-même, vous faites du développement logiciel? Oui. D'accord. Ça, c'était pas clair jusqu'à maintenant. Oui. Nous avons une équipe des 5 data scientists, ingénieurs comme ça pour faire ça. D'accord. OK. Et en fonction des cas, ils vont soit développer eux-mêmes une nouvelle technologie, soit intégrer potentiellement une solution du marché si on considère qu'elle répond aux besoins du client. D'accord. Une petite question pratique. Quand vous parlez de diagnostic, combien coûte pour une TPE qui représente un petit peu le tissu économique local, hein, une TPE d'une vingtaine de personnes avec un chiffre d'affaires qui est entre 2 et 5 millions d'euros. Combien coûte un diagnostic? En fait, les premiers contacts, ça se passe bien. On a envie d'avoir de l'intelligence artificielle dans son entreprise et voir comment ça peut dynamiser et l'équipe dans ses outils et son business. Combien coûtent les choses? Vraiment le premier pas pour avoir une étude globale de la situation.
Alors, faut savoir qu'on n'est pas, on n'est pas des chauffeurs de taxi, donc on met pas le Oui, je sais, compteur je dès sais. qu'on arrive Je savais, c'est pour ça, en réunion. Je savais, Et mais Daniel, tu vois, c'est important. non, c'est pas que c'est important, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui coûte Ouais, super cher et que c'est au-delà des moyens d'une TPE, PME qui est aussi votre cible bien sûr. marché aujourd'hui. Donc, il faut quand même rester un peu concret et réaliste. Vous ne vous adressez pas qu'à des grands groupes. Le tissu économique marseillais, ou en tout cas du territoire, comme vous le savez, c'est des toutes petites entreprises. Elles ont vraiment envie, en plus, les entreprises qui essayent de faire de l'international, ou en tout cas, on travaille dans un esprit collectif. On a besoin un petit peu de concret, encore plus en ce moment. On a envie d'investir pour grandir, mais on veut savoir Bien si on va sûr. se perdre ou pas du tout. Alors, je vais plutôt répondre sur le volet du coup startup et TPE. Donc, déjà le premier point, c'est il faut nous aussi qu'on ait une conviction quand on porte un projet. On doit croire dans ce projet-là. Donc, c'est aussi pour ça que les premiers entretiens qu'on fait avec les dirigeants, on se cale vraiment sur la vision dans l'entrepreneur. On a vraiment besoin de comprendre en fait sa vision et comment est-ce qu'il veut utiliser les données. Alors effectivement, après, on va l'aiguiller sur des chemins et sur la construction de sa stratégie, mais on a vraiment aussi, nous, besoin aussi de croire et d'avoir cette conviction-là sur le projet. Ensuite, comment on marche avec les startups et les PME et un peu notre modèle économique au final, c'est que si on est 6 associés aujourd'hui dans l'Extra, c'est pas pour rien en fait, c'est qu'on est tous en fait, on a tous une compétence complémentaire. Et ce qu'on essaie de faire vraiment en ce moment et qu'on essaie vraiment de pousser, c'est d'aider en fait vraiment pas seulement les dirigeants dans leur roadmap technologique, mais aussi de les aider en fait à la financer. Dans le sens où quand on va définir en fait une vision, des objectifs et des stratégies, on va aussi se servir de cet entretien-là pour définir en fait une stratégie financière. Parce que c'est tout projet se finance de différentes manières en fait. Et donc on essaie de les aider à chaque fois sur une partie des financements qu'il peut y avoir en R&D. Peut-être, Shivam, you want to tell maybe more about what can be an average budget on this? I mean, generally, it depends on the type of the project, and as we said, les maturités d'entreprise. But generally, when we look at a use case, we think about budget as a part of the overall strategic financing. So we have many actions, whether you want to finance it as an R&D project, whether you want to finance it through your CapEx, through your OpEx. Financing comes as an operational action. First key is to understand what is the value creation that you are trying to do by doing this AI solution. Peut-être j'ai vu qu'il y avait Marc dans la salle. Si tu peut-être aussi dire un mot sur peut-être ton regard sur la façon dont on a intervenu auprès de toi et comment tu as mûri toi tes projets. Un cas plus concret. Bonjour tout le monde, je suis arrivé un petit peu en retard. Alors nous on est accompagné par Nextra et Peut-être Marc, précise ton activité, Marc Reka. Précise ton activité pour bien expliquer comment Nextra Partenaire est intervenu chez toi. Alors nous on est dans une activité qui est assez d'actualité. On travaille sur la digitalisation des commerces et la digitalisation du déstockage pour des grandes marques. La première rencontre avec Nextra Partners, ça a été fait avec l'accélérateur M. Alors, l'accélérateur M, c'est un accélérateur qui a été lancé par Franck Arojo. Suite à notre première cohorte, on a eu des affinités avec Daniel et toute son équipe. Je vous rassure sur une chose, c'est vrai, on n'est pas dans un taxi. Ça, c'est clair. Je pense qu'ils vont choisir les projets en fonction à la fois de l'entrepreneur, mais surtout de la vision du marché. Et ils ne perdront pas de temps.
Et en tout cas, Nextra va vous accompagner de la manière la plus empathique possible. C'est-à-dire qu'on est accompagné à la fois, c'est vrai, sur le nerf de la guerre, qui est la question financière. Et pour une personne qui mène une startup, le plus important pour lui, c'est que le produit plaise à un maximum de personnes. Par contre, pour Nextra, c'est guidé par une stratégie financière. Et nous, on a pivoté sur notre business model, notamment au niveau de la data, parce que ça a été mené par une stratégie financière. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sait financer le projet, c'est parce qu'on sait qu'il y a un intérêt financier à terme. Et ça, c'est l'équipe Nextra, Daniel, Jean-Philippe, et évidemment en tech avec Shivom. Ils nous apportent toute cette panoplie. Alors, très clairement, au niveau de la data, nous, ce qu'on va faire, nous, on va traiter la data post et pré-comportementale avant et après l'achat. Ce qui veut dire qu'on aura, via notre solution Shopping Zone, énormément de boutiques qui vont nous donner des informations comme le nombre de personnes qui rentrent dans une boutique, le nombre de personnes qui vont acheter dans une boutique, le nombre de personnes qui vont acheter tel produit de manière précise dans une boutique, la localisation. Alors, ça peut intéresser une banque, par exemple, qui va vouloir financer un fonds de commerce qui va être dans le périmètre géographique. On pourrait leur donner des datas qui sont des datas comportementales, mais aussi des datas et des KPI marché au niveau des chiffres d'affaires générés. Donc, avant de financer un fonds de commerce, avant de financer une affaire, une banque pourra nous consulter en tant que tiers de confiance pour financer ou pas et avoir un go ou pas de notre part. On peut travailler avec des promoteurs, on peut travailler avec beaucoup de personnes. Le plus important, et c'est Shivom qui l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on ait le socle de data. C'est-à-dire que même si on n'a pas énormément de data, c'était le cas avec nous au début, il fallait très rapidement créer le socle pour réceptionner et traiter la data, pour que derrière, on ait non pas une solution pour vendre les datas de nos clients, parce que ce n'est pas ce qu'on veut, mais en tout cas vendre du service qui a été induit par la data. Donc, il y a toute une structure. Alors, c'est vrai que Shivom, au niveau tech, a renseigné énormément de notre équipe et mon CTO pour qu'on développe notre solution de la manière la plus facile, mais surtout la plus scalable possible. Et l'autre côté de Nextra, c'est le côté financier qui nous accompagne à la fois pour aller chercher des financements, pour financer ce côté data, qui est un autre pan de notre activité. Voilà. Merci Marc. Alors, quand Marc dit drivé par une stratégie financière, c'est stratégie et modèle économique. Parce qu'une des problématiques de Marc, ça a été un peu de faire un switch et de passer en fait d'une startup, on va dire un peu traditionnelle, à une startup vraiment scalable. Et c'est sur la scalabilité sur laquelle on a travaillé sur laquelle on s'est dit, voilà, là absolument en fait. Marc, en fait, c'est pas une boîte qui digitalise, c'est une boîte de data. C'est tout simplement une boîte de data. Et en fait, pour arriver à sa vision, qui était vraiment d'en faire un des leaders européens dans la data, il a fallu justement commencer à réfléchir sur sa roadmap technologique et à structurer son business d'un point de vue stratégique et aussi d'un point de vue technologique pour pouvoir en fait identifier, collecter, qualifier de la data. Est-ce que, par exemple, vous avez une idée des ROI typiques que vous avez sur une solution d'IA que vous implémentez dans une société? J'entends très bien que c'est compliqué pour vous de donner un coût de prestation parce qu'il doit être très différent selon la prestation. Mais du coup, est-ce que vous avez… Pardon ? Puis c'est du long terme, c'est du très long terme. Voilà, mais est-ce que vous avez une idée? Bon, alors c'est vrai que là, je comprends que le business de Marc a potentiellement été complètement revisité, donc c'est peut-être un gros travail, un gros chantier, mais pour une société qui avancerait step by step sur la mise en place de solutions IA, est-ce que vous avez un retour sur investissement ou une durée type au-delà, par exemple, de laquelle vous n'iriez pas? Non, comme vous l'avez dit, en fait, on raisonne vraiment très vision et stratégie. Donc, comme on crée avec eux, on construit avec eux la stratégie, on sait très bien, en fait, le court terme ne nous intéresse pas, à dire vrai. Un dirigeant à court terme, ça ne marche pas. Il faut souffler et il faut voir vraiment à long terme, il faut anticiper chaque step. Parce que
Vous le savez, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette réunion, mais il y a beaucoup d'opportunités dehors. Et il y a aussi beaucoup de fausses bonnes opportunités. Donc, c'est aussi les identifier et toujours avancer dans son chemin. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une vision de long terme. Ensuite, sur le fait qu'on va prendre ou pas des projets, il y a toujours de toute manière avec l'IA des quick wins. Mais je différencie les quick wins d'une vision court terme. C'est une vision long terme, mais on sait très bien que voilà, il va y avoir des stratégies hybrides à mener entre le moment présent et l'entreprise, ce qu'elle doit être dans 5 ans. Donc, il y a aussi on va toujours analyser pour ces dirigeants-là aussi des quick wins à mettre en place, tout simplement aussi pour faire du test and learn à travers des POC et tester le marché. Ok, merci. Maybe Shimon, if you have examples. Just to add there, for example, if you are an industrial and you are manufacturing products and you want to do a use case on stockage, on inventory management, on just stockage, because it's a big cost generally in this. It also affects your production, how much you should produce every day. Depends on how much stock you have, how much sales you can do. In this case, if you want to build just a solution for stockage, it's not the best way to think about Industry 4.0, Industry 4.0. If you want to think that how can I build a solution that helps me monitor from raw material to the final sale. Okay, this will be my overall strategy, that I would like to monitor every aspect of this. But I will start with stockage. But my vision is to go everywhere. So this solution will not be a small tool from the market and I apply. No, I need to see what infrastructure I will need to build this kind of solution over time. And we can do a small quick win just by putting a camera over the stockage, build an algorithm just to see how much stockage you have in real time. But this should be part of a big strategy. Ok. Et pour finir de répondre à la question, donc si on prend une roadmap par exemple à 3, 4, 5 ans, il y aura toujours des quick wins et les projets de R&D qu'on mettra en place, c'est itératif aussi. Et ça marche vraiment comme un effet escalier. Donc, il y aura toujours une première couche. Par exemple, dans le cas de Marc, c'est les premiers projets qui durent 6 mois pour justement voir des résultats au bout de 6 mois. Et ensuite, on itère là-dessus et on rajoute en fait des briques stratégiques qui nous intéressent. Bon, je ne veux pas dévoiler le projet de Marc en R&D, mais c'est un peu comme ça qu'on a itéré. On peut parler aussi un peu dans la manière du projet sur lequel on travaille avec le cabinet d'avocats. Hein. C'est pareil, c'est de démarrer avec des cas qui ne sont pas les plus complexes, mais qui vont générer des quick wins, hein, avec l'automatisation de réalisation de documents assez simples. Et le but, c'est d'aller après vers des documents qui sont de plus en plus complexes, qui vont aller mixer des données de plus en plus dures à compiler. Et la finalité, ce n'est pas juste de gagner voilà, un peu de charge, un peu de compétitivité sur le marché, soit via des prix moins chers, soit parce qu'on va faire un peu plus on va avoir un peu moins de charge pour rédiger ces documents. C'est de l'inscrire aussi dans l'ADN de leur entreprise. Ça va être un facteur déterminant aussi pour eux, par exemple, pour recruter des jeunes avocats. Leur dire qu'ils vont venir et qu'ils ne vont pas avoir à faire toutes les tâches un peu corvéables, on va dire, d'aller prendre des données à un endroit, faire des copier-coller dans des documents et que ce soit des robots qui fassent leur place et qu'eux puissent se concentrer sur vraiment des tâches intellectuelles et intéressantes. Ça va être aussi de leur permettre justement à leurs clients d'être vraiment dans une approche nouvelle, hein, soit via justement des prix qui seront plus intéressants parce qu'il y a des choses qui seront automatisées, soit parce qu'ils seront plus rapides, plus efficaces dans leur travail. Le but, c'est de commencer par quelque chose de petit et après d'aller vraiment vers une transformation de leur entreprise en s'appuyant dessus. Et l'autre point aussi, c'est qu'on est extrêmement pragmatique sur les cas d'usage. Comme disait Shivam tout à l'heure, quand on veut réorganiser une gestion de stock, on n'est pas obligé de lancer des investissements massifs dans un premier temps.
on met une caméra, on fait un petit algorithme simple et puis on regarde si oui ou non c'est pertinent. Et cette approche de MVP, Minimum Viable Product, on l'a pour tous les cas d'usage. Donc, ça permet vraiment de sécuriser la pertinence de l'investissement. Bonjour, est-ce que je peux rebondir? Avec plaisir. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Peggy Santerre, société 6 continents, donc société de traduction pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est vrai que quand on pense traduction, on pense tout de suite l'intelligence artificielle dans la traduction automatique. Mais nous, clairement, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rebondis sur quand vous dites les avocats, ils vont se concentrer sur leur valeur ajoutée. C'est exactement la décision et le tournant qu'on a pris, nous, où les chefs de projet, quand ils reçoivent les projets à traduire de nos clients, au lieu de se dire quel traducteur va correspondre le mieux pour tel type de contenu, on a donc intégré l'intelligence artificielle sur plusieurs strates de nos process, notamment la catégorisation des contenus. Donc, l'IA va venir scanner en fait les documents en disant là, tel texte, ça va être du juridique, tel texte, c'est de la chimie, par exemple, telle partie, c'est de la finance. Comme ça, on sait déjà, au lieu que ce soit un humain qui regarde ça. Ensuite, on va aussi déterminer selon le type de service que le client nous a demandé, mais si on nous demande de la traduction hybride, on est capable aussi de dire, en utilisant tel ou tel moteur, on devrait déjà avoir tel type de qualité, donc estimer en fait la qualité des datas qu'on va retrouver dans tel ou tel domaine, choisir donc le traducteur approprié et aussi quand on va recevoir les traductions qui ont été révisées par les traducteurs, on peut faire une vérification avec l'intelligence artificielle qui est capable de nous dire attention, ça me paraît étrange parce que à tel endroit, vous l'avez traduit de telle manière et à tel autre endroit, ce n'est pas tout à fait pareil alors que moi, j'ai exactement la même chose dans le source. Même si on a des outils en amont qui doivent éviter ce type de cas, il peut y avoir des fois des formulations de phrases où on peut avoir cette situation. Donc, en fait, l'IA vient à pas mal d'étapes pour faire en sorte que nos chefs de projet, en fait, ne soient plus comme la majorité des agences de traduction, c'est-à-dire à devoir passer énormément de temps à rentrer des tarifs, des nombres de mots, faire des devis, choisir des traducteurs, passer des documents en revue. Eux, ils vont se concentrer sur la qualité, c'est-à-dire relire les projets, faire en sorte que toutes les étapes soient bien suivies. Et donc, c'est un vrai argument de séduction aussi au niveau du recrutement. On l'a vu. C'est incroyable quand on veut recruter. En plus, nous, la plupart des chefs de projet sont à côté de Strasbourg. Donc, ça peut attirer comme ça peut ne pas attirer. Quelqu'un qui est, par exemple, au soleil et qui dit « je vais aller en Alsace ». On peut faire venir des vrais talents parce qu'ils se disent « waouh, en fait, là, je suis dans une société qui a bien innové et qui n'a pas pensé juste « j'intègre l'IA que dans la traduction automatique ». Il y a plein de strates. Donc, voici un exemple concret et l'investissement n'a pas été démesuré. Par contre, le retour est énorme. Merci beaucoup, Peggy. De rien. Messieurs, au regard de l'heure, je vous laisse quand même quelques minutes pour conclure et surtout pour donner envie à chacun de vous contacter. Moi, la première, dans une idée d'intégrer l'intelligence artificielle,
je suis convaincue et je vous dis good luck pour ces futures années parce que vous êtes faussement une start-up. Et je sais que dans la situation actuelle, votre outil et vos capacités, vos compétences, la performance et tout ce que vous apportez peut être un vrai levier pour nos entreprises. Un petit mot de la fin? Waouh. Benjamin, si c'est toi qui dois parler, ton micro est coupé. Non, c'est moi. Non, c'est vrai. En fait, il y a, très rapidement, justement, du coup, c'est vrai qu'il y a des études qui sont menées, et puis bon, c'est pas grave, c'est un concurrent, on va le citer parce qu'il fait des belles choses. Il y avait une étude McKinsey, justement, qui a montré la corrélation, justement, entre la maîtrise, en fait, des innovations et sa capacité, en fait, à ingurgiter les innovations. Et puis, en fait, il y avait des innovations, et donc ils voyaient qu'il y avait un palier entre 5 et 6 innovations qui étaient corrélées, en fait, avec le fait d'avoir des résultats financiers solides. Et ça s'explique vraiment parce que la R&D, elle doit faire partie, en fait, de la stratégie d'entreprise. Et donc, c'est là où c'est intéressant vraiment avec l'IA, c'est que c'est... encore une fois, on le voit presque même pas comme une nouvelle technologie, mais vraiment comme un outil de gestion transverse. Et c'est formidable parce que vraiment, ça permet de mettre en œuvre la stratégie d'entreprise, de développer vraiment un avantage concurrentiel et de créer des services, des produits pour des marchés prioritaires identifiés. Tu peux passer, s'il te plaît? Et effectivement, et je pense qu'on en est là et qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu un point d'inflexion à avoir sur ce marché-là. C'est parce que c'est lié à 3 tendances. En fait, l'émergence l'accessibilité des data, qu'elles soient externes, notamment, et le fait que aujourd'hui les cycles d'innovation ils sont vraiment accélérés et les coûts de R&D en fait ils baissent, et ça c'est fait et c'est lié en fait au champ d'application où on peut avoir en fait des quick wins sur des champs d'application très rapidement comme dans le digital, ce qu'on disait. Et voilà, et le fait aussi qu'on passe en fait d'un paradigme où on est de moins en moins focus sur du hardware, mais beaucoup plus sur du software. Donc plus d'intelligence en fait intellectuelle. Et au final, ce qu'on voit, c'est qu'un startup qui est bien financé peut se développer rapidement et utiliser son innovation pour détrôner des entreprises qui ont bien implanté. Un des exemples que j'ai vraiment en tête, c'est toutes les agences de notation comme Fitch Ratings, Moody's, etc., qui font aujourd'hui en fait c'est des agences de notation en fait d'entreprises sur des actifs. Et en fait, avec l'émergence de startups qui sont lancées sur tout ce qui est en fait risk scoring, etc. Et aujourd'hui, vraiment, ces entreprises-là qui sont bien plantées, ben, elles trempent en fait face à des startups technologiques et notamment en fait des startups en fait qui utilisent de l'IA. Et donc au final, si tu peux passer rapidement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'IA elle est vraiment très très data-centrique. Donc comme on le disait, vraiment ça c'est vraiment le mot de la fin, c'est que voilà, vous devez passer par ces étapes-là, qui sont de constituer votre vision stratégique, votre mission, vos objectifs, et en fonction de vos objectifs, définir votre stratégie, et toujours en fait inclure votre stratégie R&D dedans. Et ensuite, vous lancez ce plan de bataille. En fait, vous mettez en œuvre justement les capacités, les moyens matériels, les moyens humains, etc. Et nous, notre approche, c'est vraiment de dire que à travers toutes ces étapes-là, pensez aussi à votre stratégie de financement du projet. Et donc ça, c'est vraiment en lien avec très fort avec votre modèle économique, à le penser justement pour inclure justement des technologies. Et pas penser à court terme, vraiment penser à long terme. Et court terme, ben, il y a des choses qui se financent, il y a des choses qui... c'est pas une fin en soi, donc vraiment penser en long terme. Et finalement, c'est une histoire à la fin de fédérer les collaborateurs, les bonnes équipes et les bons partenaires. Merci beaucoup à vous 4. Bravo pour votre intervention, pour les expert talks de l'APEX. Et j'espère vous rencontrer en tout cas chez nous, chez Pronim, très prochainement. On prend rendez-vous juste après. Juste pour ouvrir un petit peu sur les prochains événements.
vendredi prochain, entre midi et 2, je vous invite à rencontrer Vincent de Ruel. C'est une interview que j'ai vraiment envie de faire. En fait, je suis membre des French Founders, qui est un autre réseau, un réseau international qui permet de rencontrer beaucoup de grands chefs d'entreprise qui sont expats, que ce soit en Chine, en Corée, au Japon ou bien aux États-Unis. Donc, c'est un réseau d'expats à l'international qui dirige des petites entreprises et beaucoup de grands groupes. Donc, la possibilité de se développer à l'international dans une facilité de rencontre, mais qui est juste incroyable. Donc, Vincent de Ruel est cofondateur des French Founders, un réseau, moi je suis vraiment pour, vous le savez, pour le collectif et la solidarité, un réseau que je conseille vraiment dans nos entreprises. C'est un super outil, aussi bon que LinkedIn, voire meilleur. Il sera là pour nous expliquer un petit peu son chemin, comment ils ont eu l'idée. Avant, il avait fondé Yuzu et comment, avec des potes, ils ont eu l'idée de développer les French Founders et comment aujourd'hui c'est une vraie success story worldwide avec, comme je vous le disais, des membres qui sont vraiment des grosses pointures des entreprises françaises qui se trouvent à l'international. Je vous remercie. Il est presque 9h moins 10. Je vous laisse à vos activités respectives et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.